Alors aujourd'hui, l'enjeu était de parler de la question de l'économie sociale et solidaire et des territoires, de cette proximité et de ce mariage entre l'économie sociale et les territoires. Avant de commencer, parce que c'est en voyant ma présentation que je viens juste de m'apercevoir, que je vous plonge déjà dans des thématiques sur le territoire et le développement, qu'est-ce que c'est que le développement et comment on va pouvoir comprendre. Mais je vais m'arrêter 5 minutes pour vous expliquer qu'est-ce que j'entends par l'économie sociale et solidaire. C'était pas forcément là comment, on va en rediscuter tout au long du diaporama, mais dès le départ, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'appelle l'économie sociale et solidaire. Alors, je mets soit ES pour économie sociale ou E2S pour économie sociale et solidaire. C'est juste une question de rapidité d'écriture, ça n'a pas d'enjeu. Qu'est-ce que je regarde et de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler d'organisations privées, collectives, constituées autour de groupements de personnes, autour d'un projet collectif, dans lequel les règles de fonctionnement sont des règles basées sur une répartition du pouvoir démocratique et dans lequel le capital de départ n'est jamais rémunéré comme dans les autres entreprises. Ces organisations-là, au quotidien, vous les retrouvez dans 3 formes juridiques que vous côtoyez tous les jours. Une association, une coopérative, une mutuelle. La difficulté de l'économie sociale et solidaire, c'est que souvent, on la voit d'abord dans sa diversité. C'est-à-dire que, par rapport à la définition que je vous ai proposée de l'économie sociale et solidaire, je peux dedans à la fois marquer Sodial, deuxième plus grosse coopérative de lait, vous connaissez tous la marque Candia, mais je peux aussi vous parler d'une MJC, je peux aussi vous parler d'une épicerie sociale et solidaire, je peux aussi vous parler d'un centre d'hébergement pour la protection de l'enfance, je peux aussi vous parler du Crédit Mutuel, Banque Populaire ou de la MGM. D'accord ? Donc la première chose qui choque, ou du moins la première chose dans laquelle on a une difficulté à se saisir de l'économie sociale et solidaire, c'est de sa diversité en termes de taille, en termes de secteur d'activité et en termes de croissance. En même temps, ce n'est ni la taille ni l'activité qui fait qu'une organisation d'économie sociale et solidaire est différente d'une autre forme d'entreprise. Pourquoi je dis ça? Les organisations d'économie sociale et solidaire, vous pouvez en trouver partout. Vous pouvez répondre à tous vos besoins sur toute la journée en ne passant que par des associations, des coopératives et des mutuelles. Vous pouvez répondre à vos questions de santé, à vos questions d'habillement, de café, de loisirs, de travail, d'hébergement, d'assurance, en utilisant uniquement des organisations d'économie sociale et solidaire. Elles sont partout, elles sont tout autour de vous. Et souvent, vous ne les voyez que comme des producteurs de services. Là où réside leur différenciation par rapport aux autres acteurs économiques, et là où réside leur unité, c'est dans leur fonctionnement interne. C'est dans leur existence même en tant qu'organisation collective. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit d'abord c'était des organisations privées. Donc on n'est en aucun cas dans des organisations qui sont détenues par des élus ou par la puissance publique. On est bien dans le champ privé. Donc d'initiatives de personnes privées qui individuellement vont se regrouper ensemble dans une action collective. Et cette action collective, elle va se structurer, soit sous forme associative, coopérative et mutuelle. Donc à la base, toutes ces organisations-là sont d'abord des groupements de personnes. Ce sont des entreprises qui sont des groupements de personnes. Et c'est vrai qu'elle est importante parce qu'elle va avoir 2 incidences sur leur fonctionnement. La première, c'est que ce groupement de personnes va avoir une règle, on appelle la règle démocratique. Vous savez, un homme, une voix. Ce sont des groupements de personnes dans lesquels chaque individu a le même pouvoir, indépendamment de sa participation financière de départ, indépendamment de sa possession des moyens de production ou pas. D'accord? Donc on a une règle démocratique qui est fondamentale dans l'économie sociale et solidaire. Et autre règle fondamentale, c'est le fait que ces organisations-là ne recherchent pas le profit.
Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'elle ne recherche pas le profit? Ça veut dire que toute l'activité qu'il va mettre en œuvre, toutes les synergies positives qui vont être mises en œuvre dans ces organisations-là, en aucun cas ne permettront de rémunérer le capital qui a été mis au départ. D'accord? Donc on a vraiment une séparation entre ces apports financiers qui étaient au départ et l'activité. Toute la richesse collective qui est créée par l'activité dans ces organisations restera dans l'organisation pour permettre à l'organisation de se renouveler, de répondre aux besoins de ses membres et de pouvoir développer son activité. En aucun cas, elle ne rémunérera une minorité qui possède le capital. Donc il y a une vraie scission par rapport à ça. Et la deuxième scission, c'est les règles de pouvoir. Ce sont des collectifs, ce sont des individus qui se regroupent, et dans ce collectif d'individus, la seule règle, c'est un homme, une voix. Donc on voit bien qu'à partir de là, l'économie sociale et solidaire, comme je vous dis, ce sont des organisations privées, ce sont des regroupements de personnes, donc ce sont des individus, qui vont se mettre ensemble pour répondre à leurs besoins. Alors, au XVIIIe siècle, quand l'économie sociale et solidaire naît en France, les premiers besoins, c'était quoi? Les premiers besoins, c'était permettre à la classe ouvrière de vivre dignement de son travail. Donc c'était quoi? Pouvoir assurer des revenus quand on était malade, quand on était blessé. C'était pouvoir avoir accès à la culture, à des cinémas. C'était pouvoir épargner si on avait un petit peu d'argent. C'était pouvoir vivre de son activité, vivre de son travail. Et donc, ce sont des gens qui se sont regroupés parce que individuellement, ils ne pouvaient pas le faire et qu'à plusieurs, on est plus fort. D'accord? Et donc, ils ont créé, à chaque fois qu'on crée une organisation d'économie sociale et solidaire, on crée quoi? On crée une entreprise partagée. On crée un outil productif qui appartient à l'ensemble de ces membres. Aujourd'hui, ces organisations-là, comme je vous disais, vous les trouvez dans tous les secteurs d'activité. Je peux vous citer autant des entreprises qui font de la communication, qui font des nouvelles technologies, qui sont dans le bâtiment, qui sont dans le BTP, qui sont dans le tourisme, etc., etc. La difficulté pour se saisir de l'économie sociale et solidaire, c'est comme je vous disais au départ, c'est qu'on voit d'abord un produit, on voit d'abord sa diversité. Alors que toute son utilité et sa spécificité vient de son fonctionnement interne. Aujourd'hui, comme je vous disais, vous les rencontrez sous forme d'associations, de coopératives et de mutuelles. Donc à chaque fois que je vais vous parler d'économie sociale et solidaire, de SS, je vais me faire référence à ces organisations-là. Je vais systématiquement, ça veut dire systématiquement, que j'intègre que ce sont des organisations, que ce sont des entreprises, au sens où il y a du capital, des moyens financiers, et il y a du travail. Mais que cette articulation du travail et du capital, qui, si vous avez lu Marx, sont souvent contradictoires, sont réunifiées dans un but commun. D'accord? Sont regroupées dans un but commun. Et le but commun n'est pas de rémunérer le capital, mais bien de servir les membres. Donc c'est ça qui fait la spécificité de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi aujourd'hui l'économie sociale et solidaire est très à la mode sur les questions de territoire? Si on prend un exemple, en juillet 2014, il y a eu en France pour la première fois une loi cadre qui a été votée pour l'économie sociale, qu'on appelle la loi Hamon. C'était à l'époque le ministère de la Consommation et l'économie sociale et solidaire. Il y a eu beaucoup de références, beaucoup de discours sur l'économie sociale à ce moment-là. Et elle avait deux qualités qui ont été beaucoup utilisées par les politiques pour justifier cette loi. La première, c'est que l'économie sociale est partout sur les territoires. Et qu'on vous dit que c'est une économie non délocalisable, dans laquelle les emplois ne sont pas délocalisés. D'accord? Donc une économie de proximité à côté de chaque Français. Et en plus, une économie dans laquelle l'emploi n'est pas délocalisable. Mon propos que je vais vous présenter aujourd'hui est de vous expliquer pourquoi, potentiellement, c'est bien une économie de proximité et non délocalisable, mais ça ne veut pas dire qu'elle est forcément non délocalisable. À un moment donné, comme je vous le disais, c'est des groupements de personnes. Et chaque individu, chaque collectif fait des choix. Ils peuvent faire des choix, des fois, qui sont discutables. Donc il y a bien une certaine évidence
entre l'économie sociale et le territoire, entre cette proximité de ces organisations avec ses membres, mais en même temps que c'est pas si simple que ça et que c'est pas si évident que ça. On va voir justement dans quelle mesure et pourquoi on va voir l'économie sociale et solidaire comme des organisations plus ancrées que d'autres entreprises sur le territoire, mais surtout comment il y a aussi des interactions entre le territoire et les organisations d'économie sociale. Comment mutuellement elles se rendent des effets. Alors, première chose, comme je vous disais, on va commencer par constater. Vous avez affiché ici le nombre d'emplois dans l'économie sociale et solidaire sur la France. Donc, c'est-à-dire l'ensemble des effectifs salariés dans les coopératives, associations mutuelles sur l'ensemble de la France. La différence de couleur, de bleu, j'espère que vous allez apercevoir, et le pourcentage de la part relative, c'est-à-dire quelle est la part relative de l'emploi salarié dans les associations coopératives et mutuelles par rapport à l'emploi total. Qu'est-ce que vous observez? Vous observez que dans le Grand Ouest, Bretagne et Pays de Loire, on a à peu près 12,5 à 14,3% de l'emploi local qui est présent dans des organisations d'économie sociale et solidaire. 12% de l'emploi. Ça veut dire grosso modo plus d'un salarié sur 10. Pardon, excusez-moi. Donc, 12% de l'emploi, c'est plus qu'un salarié, c'est plus qu'un salarié pour 10 salariés. D'accord? Ça paraît peu, sur certains territoires, c'est plus que le BTP et que le tourisme. Hein. On entend plus souvent que l'économie sociale. Dans tous les cas, ce que vous observez, c'est que, à part sur des régions comme l'Île-de-France ou sur les dom-toms, on a en France à peu près 10% de l'emploi qui est un emploi salarié dans des organisations d'économie sociale et solidaire. Et ça de manière à peu près homogène sur l'ensemble du territoire. D'accord? Alors la fourchette va de 10 à 15, mais on a au moins plus que ces 10%. En même temps, à la lecture de cette carte, vous voyez bien qu'il y a quand même des disparités. Et paradoxalement, que cet emploi est présent non pas forcément sur les zones les plus polarisées. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Île-de-France où on a le plus d'économie sociale et solidaire. On va plutôt l'avoir dans le Grand Ouest. On en a pas mal aussi en Aquitaine, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Auvergne-Rhône-Alpes se débrouille pas mal aussi. Hein. Mais voilà. Deuxième élément, les établissements, c'est-à-dire les entreprises. Pareil, on a une présence significative des établissements de l'économie sociale sur l'ensemble de la France, avec, là on est plutôt entre 8 et 12% des établissements de l'ensemble de la France qui sont des établissements de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est à partir de là qu'on construit ce premier élément de dire finalement l'économie sociale et les territoires c'est une évidence. L'économie sociale elle est partout, elle est en proximité et elle restera là. Un des éléments de réponse pour comprendre pourquoi l'économie sociale restera là, c'est finalement quand on regarde cette carte. Alors cette carte, ce n'est plus le nombre d'emplois, ce n'est plus les établissements, c'est la place des sièges sociaux des coopératives. Si je vous donne la même carte avec les sièges sociaux des entreprises agroalimentaires, vous aurez une polarisation sur l'Île-de-France. Si vous regardez avec attention cette carte, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que finalement, les centres de décision, là où on décide, là où sont les gens qui prennent les décisions, typiquement dans les coopératives françaises, sont à plus de 76% en région. Auprès de leurs adhérents, auprès de leur territoire. Et donc c'est à partir de là qu'on construit tout cet enjeu de comprendre pourquoi l'économie sociale est une entreprise au cœur des territoires. Et c'est bien parce qu'à un moment donné, les lieux de décision restent près des usagers, près des administrateurs, près des coopérateurs, près des bénévoles, près des usagers, qu'on va
comprendre le rôle de l'économie sociale sur le territoire. Pour aller un petit peu plus loin, je vais rapidement refaire un tour sur la question du développement local. Pourquoi je refais un tour sur la question du développement local? Parce qu'en règle générale, c'est pas ce dont on parle plutôt de croissance, de mondialisation, etc., etc. Or, s'interroger sur le développement local suppose deux choses différentes par rapport à la croissance et à la mondialisation. Premièrement, de ne pas avoir une vision uniquement quantitative sur la richesse du pays. On parle en croissance, la croissance c'est l'indicateur, c'est le produit intérieur brut, d'accord? Donc c'est une vision très quantitative de la création de richesse. Quand on parle de développement, quand on parle de développement, on va parler de PIB, on va parler d'emploi, on va parler de services sociaux, on va parler de niveau d'éducation, etc., etc. Donc on va avoir une vision beaucoup plus large de la richesse. Et en même temps, aujourd'hui, on a de plus en plus l'assimilation de ce développement à la question du local. C'est-à-dire que face à cette mondialisation, face à cette idée, cette représentation du monde, où finalement on a des flux 24 heures sur 24, hyper mobiles, hyper flexibles, la question est de savoir finalement est-ce qu'il n'y a pas un rempart à cette mondialisation, ou du moins de constater que l'ensemble de nos échanges économiques ne sont pas tous mondialisés. D'accord ? Et que certains restent en proximité et restent à côté de nous. Donc, quand on se pose la question du développement, ça incite forcément à se poser la question du développement économique, mais aussi du développement social, voire du développement environnemental. Ça oblige à se poser la question, qu'est-ce qui se passe au niveau des entreprises, qu'est-ce qui se passe au niveau d'un territoire et qu'est-ce qui se passe au niveau d'un pays. Et donc, on est amené à jongler entre ces différents éléments. Et puis aussi, quand on parle de développement, on s'interroge aux agents qui le font, on s'interroge au processus, on s'interroge aux dynamiques. On n'est pas juste dans la constatation d'un stock à un moment donné. On s'interroge comment ça construit. L'enjeu du local, c'est de dire que si vous êtes ici aujourd'hui maintenant, c'est pas uniquement parce que c'était à 5 minutes de chez vous. Sinon c'était plus que 5 minutes de chez vous. Mais c'est bien qu'il y a d'autres enjeux qui fait que vous venez, que vous appartenez à ce territoire, que vous restez sur ce territoire. Et donc, que le territoire n'est pas qu'une construction géographique, spatiale de l'espace, et qu'à partir de là, on est obligé de s'interroger sur les dynamiques collectives, sur les acteurs, autant les acteurs privés, les acteurs de la société civile, que les acteurs publics. Et ça fait écho avec l'économie sociale, parce que l'économie sociale sont des formes d'organisation dans lesquelles c'est bien la recherche d'un projet collectif qui va être intéressante, et non pas la recherche de lucrativité ou de croissance, et qu'en même temps, elle est là pour servir les besoins de ses membres en proximité avec ses membres. Ce qui est intéressant de comprendre dans ce cheminement, c'est que aujourd'hui, la vision et ce qui intéresse quand on s'intéresse à l'économie sociale, c'est qu'on ne voit plus le positionnement des entreprises uniquement en termes d'aménagement du territoire, mais plus en termes de mobilisation des ressources de ce territoire. Pour faire plus simple, ou du moins pour faire plus imagé, l'enjeu quand on s'interroge sur la dynamique du développement territorial avec l'économie sociale, on ne va pas créer des zones d'activité, on ne va pas donner, exonérer d'impôts Toyota pour qu'ils viennent à côté de chez nous, mais on va plutôt voir comment finalement toutes ces organisations qui sont dans le quotidien des habitants répondent à leurs besoins et mobilisent les ressources du territoire. Et s'intéresser à ça, ça permet aussi de re-questionner quelles sont les ressources de votre territoire. Est-ce que votre territoire est riche parce que vous êtes à côté d'une autoroute, ou est-ce qu'il est riche parce qu'il y a plusieurs acteurs économiques qui sont capables de travailler ensemble, parce qu'il y a une culture commune, parce qu'il y a un patrimoine commun qui permet de faire une AOC ou une AOP, ou d'avoir une réelle identité culturelle. Donc ça oblige à s'interroger sur ces éléments-là. Pourquoi aujourd'hui l'économie sociale a beaucoup été utilisée, ou du moins sa dimension territoriale a beaucoup été utilisée par l'acteur public, parce qu'elle permettait
de mettre au débat qu'on pouvait soutenir des entreprises qui n'avaient pas vocation à être mobiles, à être flexibles, et dans lequel leur choix d'ancrage n'était pas uniquement un ancrage opportuniste. C'est-à-dire un coût entre est-ce que ça me coûte moins cher d'aller à la Verpillière ou est-ce que ça coûte moins cher d'aller à Beaupoint. D'accord ? À un moment donné, c'était s'interroger sur les ressources de ce territoire et comment des entreprises telles que les associations, les coopératives et les mutuelles peuvent utiliser et valoriser les richesses présentes du territoire et être des espaces de résiliation. Vous avez beaucoup d'exemples de territoires ruraux dans lesquels les organisations d'économie sociale en réseau sont des éléments de résilience. Je pense au plateau des Mille Vaches dans le Limousin, je pense au territoire de Figeac dans le... oui. C'est la limite avec Lot et l'Aveyron. Je sais plus si c'était dans le Lot. Vous avez aussi dans le Pays Basque, vous avez énormément de territoires ruraux comme ça dans lesquels à un moment donné vous avez des dynamiques collectives qui font qu'on a encore ce leitmotiv qui reste, qui est de vivre et rester au pays. Et c'est ça l'enjeu de la compréhension de l'économie sociale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avec l'économie sociale, on ne s'interroge plus à savoir si l'entreprise est là uniquement parce que c'est moins cher, mais on s'interroge à savoir quelles sont les ressources du territoire et comment les rendre mobilisables. Ce qui est intéressant aussi avec l'économie sociale et quand on réinterroge l'action locale, c'est de comprendre que les entreprises, qu'elles soient d'économie sociale ou qu'elles ne le soient pas, sont aussi des acteurs du territoire. Et qu'elles peuvent participer à sa gouvernance. Elles n'en sont pas que des simples utilisateurs ou des simples consommateurs. Et donc à partir de là, on peut réinterroger la réciprocité qu'il peut y avoir entre les différents acteurs du territoire, que ce soit des acteurs publics ou des acteurs privés. Et donc ça permet à un moment donné de s'interroger sur comment on construit un territoire, quels sont les espaces de concertation et de construction du territoire. Alors, si on revient plus sur l'économie sociale, qu'est-ce qui va expliquer cet ancrage spécifique de l'économie sociale par rapport au territoire? Le premier, comme je vous le disais, c'est la question des membres. Les organisations d'économie sociale, je vous l'ai dit en préambule, sont des groupements de personnes. Ce sont des individus qui acceptent de collaborer, de coopérer dans un but commun. Et même si je considère que ces individus sont des agents économiques, par contrainte, ils ne pourront jamais rémunérer leur capital. Donc, il faut forcément qu'ils trouvent autre chose, un autre intérêt à la coopération. Ces groupements de personnes sont des groupements localisés, dans lesquels les gens partagent une vision commune du problème qu'ils veulent résoudre, qui partagent des principes, des valeurs et des actions. Donc concrètement, ces membres-là vont être beaucoup plus liés à leur territoire que ne peuvent l'être des actionnaires ou des fonds de pension. Donc c'est bien par ce groupement de personnes qu'on va avoir une présence forte du territoire. Deuxièmement, comment l'économie sociale est liée à son territoire? Ce sont par les activités et les services. Comme je vous disais, le groupement de personnes des organisations d'économie sociale se regroupe dans un but commun. Ce but commun, c'est de produire quelque chose, c'est de rendre service. Si je prends une coopérative agricole, une coopérative de lait, le but commun, c'est de permettre de pouvoir valoriser sa production, de valoriser son lait. Quand je suis sur la associations dans la protection de l'enfance, le but commun, c'est d'offrir un service de proximité pour des mineurs en situation de danger qui ont besoin d'une protection. Quand je suis dans une MJC, le but commun, c'est d'avoir une offre culturelle accessible à tous qui permet de démocratiser cet accès à la culture. Donc je partage bien un enjeu commun. Et beaucoup de ces activités sont des activités relationnelles dans lesquelles le contact humain est important, dans lesquelles il faut être en proximité avec les usagers. Et ces usagers sont à la fois ceux qui font le service que ceux qui l'utilisent.
et qui en sont partis. Et on leur demande de participer par rapport à ça. Donc à partir de là, la proximité est importante. Et ça ancre ces organisations-là. L'autre élément qui favorise le lien avec le territoire, c'est l'emploi. Comme je vous disais, l'économie sociale, c'est 10% de l'emploi, et ce sont des emplois locaux, ce sont des emplois en proximité avec les organisations. Le dernier élément, c'est la question du financement. Les organisations d'économie sociale sont des organisations qui sont financées de manière traditionnelle, qui peuvent se financer par emprunt de manière traditionnelle, mais c'est aussi des organisations qui peuvent contribuer à l'intérêt général et donc peuvent être financées par des acteurs publics, par des collectivités territoriales, par des métropoles, par des conseils départementaux et par des conseils régionaux. Et donc à partir de là, ils vont avoir un territoire administratif qui légitime leur action et qui légitime le financement de cette action. Comment comprendre la carte que je vous ai mise au départ? Comment ça se fait qu'on a 10% de l'économie sociale sur chacun des territoires en France et qu'on a ça partout en France? La première chose qu'on constate, c'est que le quadrillage du territoire se fait autant dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Ça s'explique à partir de deux éléments. Le premier élément, dans la longue histoire de l'économie sociale, est un élément de diffusion des actions. C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir une coopérative de consommation dans un quartier de Paris, puis finalement il y en a une autre qui s'est faite à Lyon, puis une autre qui s'est faite à Grenoble, etc., etc. Et que la bonne idée a germé, a fait des petits, et que beaucoup ont reproduit cette bonne idée. Premier élément. Deuxième élément, aussi à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de services qui étaient proposés par des associations, tous les services qui vont être liés au médico-social, ont voulu être en proximité avec l'ensemble de la population, en proximité avec les besoins. Et donc, à partir de là, on a créé des MJC dans beaucoup de communes à travers la France, on a créé des centres sociaux dans les territoires, etc., etc., pour accompagner le développement social de la population. Et donc, on voit bien qu'on avait une volonté de couvrir le territoire, dans le but de rendre ces services accessibles à l'ensemble de la population française. Et en même temps, en parallèle à cette logique descendante, il y a eu aussi une logique de diffusion dans l'autre sens, qu'on appelle aujourd'hui logique bottom-up, où en fait ce sont des initiatives qui sont faites uniquement par la mobilisation citoyenne et qui vont être reprises simultanément ou après par d'autres groupes de citoyens sur d'autres territoires pour répondre à un besoin en particulier. Je prends un exemple dans lequel vous avez les deux logiques. Dans l'économie sociale, vous avez un secteur d'activité qui est important qui s'appelle l'insertion par l'activité économique. Qu'est-ce que c'est que l'insertion par l'activité économique? Ce sont des associations qui proposent des postes salariés à des personnes éloignées de l'emploi. L'enjeu étant de proposer une passerelle entre une situation d'éloignement de l'emploi vers une situation de l'emploi traditionnel. Et donc, c'est pour des personnes qui ont des grosses difficultés d'accès à l'emploi. Ces grosses difficultés d'accès à l'emploi sont souvent liées à des problèmes de santé, à des problèmes de logement, à des problèmes familiaux, à des problèmes administratifs. Et l'insertion par l'activité économique, qui a été créée dans les années 80, quand le chômage de masse n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui, était de dire on va pouvoir accompagner ces personnes vers l'emploi en leur donnant à un moment donné un emploi salarié qui lui leur permette de résoudre ces problèmes socio-professionnels pour favoriser leur insertion dans l'emploi. D'accord? Donc ça, c'est l'insertion par l'activité économique. Aujourd'hui, vous avez des jardins de cocagne, vous pouvez connaître, ou plein d'autres dispositifs qui sont de l'insertion par l'activité économique. Dans cette logique-là, ces associations se sont développées sur tout le territoire, accompagnées par les politiques publiques, parce que c'était un dispositif qui rentrait complètement dans les politiques publiques de l'emploi. D'accord? Un accompagnement pour lutter contre le chômage de masse. Mais en même temps, les réponses qui sont proposées pour lutter contre ce chômage de masse changent complètement en fonction des territoires. Je vais vous prendre l'exemple de Romans. Romans, c'est une ville industrielle
du moins qui a un passé industriel, qui aujourd'hui a été fortement touché par la désindustrialisation, et qui avait un savoir-faire spécifique qui était la chaussure de luxe. Donc un métier industriel autour de la chaussure de luxe. Et aujourd'hui, le territoire de Romans est un territoire plutôt sinistré, dans lequel vous avez un taux de chômage qui est plus important que sur d'autres territoires, et dans lequel vous avez eu une perte importante des emplois industriels. Comment l'économie sociale rencontre le territoire? Sur ce territoire de Romans, comme dans beaucoup d'autres territoires en France, vous avez une structure d'insertion par l'activité économique, qui est un groupe qui s'appelle le groupe Archer, qui s'est construit dans les années, fin des années 80 pour favoriser l'employabilité des personnes éloignées de l'emploi. Qu'est-ce que fait aujourd'hui un groupe comme Romans? Il va recréer une filière productive autour de la chaussure. Donc il va favoriser les savoir-faire, renouer avec les savoir-faire du territoire et rendre ces savoir-faire accessibles à des personnes qui sont éloignées d'emploi pour que ça devienne leur expertise et que ça leur permette d'avoir de nouvelles débouchés. Et c'est ça, l'économie sociale au cœur des territoires et les deux logiques d'implantation. C'est à la fois des besoins qui peuvent se trouver partout sur les territoires, la question de répondre au problème de chômage, et en même temps renouer avec les spécificités du territoire, renouer avec les caractéristiques, le patrimoine commun du territoire. Et donc c'est pour ça aussi que l'économie sociale est à la fois présente sur tous les territoires, mais en même temps qu'elle reste sur le territoire. Cette démarche de renouer avec le Made in France pour les chaussures ferait beaucoup moins aurait beaucoup moins de sens si c'était à Grenoble. Il a été fait à Romans sur cette logique du Made in France parce qu'à un moment donné, c'était se rattacher au territoire. C'était renouer avec les ressources du territoire. Qu'est-ce qui explique que l'économie sociale soit plus forte sur certains territoires que d'autres? La première chose, c'est les spécificités sociales du territoire. C'est à la fois la permanence et la richesse de ce patrimoine local. Donc, je ne vais pas vous prendre l'exemple de Romans parce que c'est pas là où j'ai forcément le plus d'économie sociale. Je vais vous prendre un autre exemple. Je vais vous prendre le Pays Basque. Le Pays Basque est un territoire très riche en organisation d'économie sociale. Pourquoi? Parce que beaucoup des organisations d'économie sociale se sont montées à la fin des années 70, début des années 80, dans la construction et la volonté de ces organisations de permettre aux Basques de vivre et de rester au pays. À un moment donné, sur le Pays Basque, vous voyez la géographie du Pays Basque, il y a un développement du littoral qui se fait beaucoup plus qu'à l'intérieur du pays, montagneux du Pays Basque. Et à un moment donné, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment cette attraction de certains pôles urbains et du littoral. Et beaucoup d'individus disent, mais si on continue comme ça, toutes nos vallées vont être désertifiées et on n'aura plus rien. Et donc, beaucoup d'organisations d'économie sociale se sont fondées en disant on va recréer des services à partir de la culture basque. Quels sont les exemples? Il y a eu des associations pour favoriser le développement d'entreprises. Il y a eu des associations pour financer ces entreprises. Et si vous venez la semaine prochaine, Jérôme vous en parlera peut-être, mais il y a aussi une monnaie locale au Pays Basque. Et on voit bien que toutes ces organisations sont arrivées à puiser dans l'héritage culturel du territoire des leviers de coopération, des enjeux pour inciter les acteurs à vivre entre eux. À partir de là, ce qui va aussi favoriser le développement de l'économie sociale, c'est bien sûr la proximité entre les individus. C'est-à-dire d'avoir des individus qui soient côte à côte, mais surtout qui vont partager des valeurs. Comme je vous disais, ce sont des organisations dans lesquelles vous ne pourrez jamais faire fructifier votre épargne. Si vous voulez fructifier votre épargne dans une organisation d'économie sociale, ce n'est pas la peine. Ça ne sert à rien, vous ne pourrez pas. Donc il faut bien trouver une autre raison pour vous inciter à collaborer. Et donc c'est bien le service qui est proposé. Et pour vous inciter à collaborer, il faut aussi que vous partagiez des valeurs communes pour avancer. Ce qui a aussi été important
dans ce développement de l'économie sociale sur les territoires, c'est la structuration des organisations de l'économie sociale. Comme je vous disais, les organisations de l'économie sociale sont nées vers le milieu du 19e siècle dans le mouvement ouvrier et se sont développées sur l'ensemble du territoire. Elles ont connu un essor assez important à partir de 1945 en étant en proximité avec des politiques publiques. La question la question de l'emploi, la question du temps non travaillé, tourisme social, éducation populaire, culture. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a compris ça. Parce que ça réside en même temps. Oui, en gros, Ça a l'air d'être bon. Suis-moi. Donc tourisme social, médico-social, aide à la parentalité, développement culturel, équipement socio-éducatif, etc., etc. Et ces organisations se sont développées sur les territoires, puis après au niveau départemental, puis au niveau régional, et ont essaimé de manière concomitante avec ces politiques publiques. Ce qui est intéressant aussi pour comprendre le développement de l'économie sociale sur les territoires, c'est les partenariats avec les autres acteurs, et notamment l'acteur associatif, l'acteur public. Comme je vous disais, vous avez une vraie proximité entre les acteurs publics et les acteurs de l'économie sociale. Et que vous pouvez avoir un développement de l'économie sociale qui va être plus déterminant en fonction des politiques publiques. Je vais prendre l'exemple simple, un exemple que je connais mieux, qui est l'exemple grenoblois. Grenoble fait partie des métropoles qui, même avant les années 2000, va avoir une politique publique en faveur de l'économie sociale très proactive. Par la mise en place d'appels à projets, par le financement d'organisations de l'économie sociale et depuis 6 ans, 7 ans, par le développement d'hôtels d'activités dédiés à l'économie sociale. Et là, on voit bien qu'à un moment donné, le territoire était riche d'initiatives, mais c'est beaucoup consolidé et structuré grâce à cette politique publique. Et on a vraiment un jeu à double sens, c'est-à-dire que le territoire est en capacité à générer des organisations d'économie sociale innovantes pour répondre aux besoins, et en même temps, en faisant ce processus-là, le territoire va apporter, va drainer, va appeler d'autres organisations d'économie sociale pour continuer à se développer. On va avoir un appel d'air par rapport à ça. Donc cette question des partenariats avec les parties prenantes est aussi importante. Finalement, qu'est-ce que l'économie sociale apporte sur le territoire? L'économie sociale sur un territoire, ça permet de mobiliser des personnes. Ça permet de valoriser et de rendre actif tout l'engagement, toutes les compétences des individus qui le souhaitent sur le territoire, par ces engagements bénévoles. Ça permet de mobiliser des ressources en termes d'emploi, en termes de financement, en termes de services. Ça contribue à l'attractivité du territoire. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'acteurs publics qui s'interrogent sur le maintien ou pas de centres sociaux ou le financement ou pas de centres sociaux, notamment quand ce sont des centres sociaux associatifs. Pourquoi c'est important pour ces acteurs publics? Parce qu'un centre social, en règle générale, a plusieurs activités, dont une activité qui n'est pas négligeable, qui est l'accueil de loisirs. Donc l'accueil de loisirs, ça permet d'avoir des activités pour vos enfants. Donc ça draine les familles, les populations nouvelles sur votre territoire, ou ça lui permet de se maintenir. Donc ça, c'est important. Ça favorise l'attractivité du territoire. Et puis, quand finalement le centre social est arrivé à répondre à votre besoin en proposant des activités le mercredi après-midi pour votre enfant, et bien finalement les parents se disent « Ah, bah, ça serait bien de voir qu'est-ce qu'il fait d'autre le centre social, de voir les sorties famille qu'il peut faire, en permettant d'avoir une accessibilité à tous, parce que finalement les activités sont en fonction du quotient familial, et puis finalement dire « Ah bah, je vais peut-être monter une activité, et puis finalement je vais peut-être aller voir ce qui se passe au conseil d'administration, et puis finalement je vais m'engager sur mon territoire. » Mais c'est d'abord parti dans une logique de réponse aux besoins. Et ça, c'est important aussi. Et puis, comme je vous disais sur cet exemple de centre social,
c'est que la spécificité de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'elle vous rend un service, mais en général, elle apporte un petit peu plus. Mon centre social, toujours, ce centre social, il a le droit d'avoir des services civiques. Typiquement, celui de ma commune, et le service civique, donc un engagement pour des jeunes, il les propose à des jeunes qui sont en décrochage scolaire, qui peuvent même être des mineurs. Donc finalement, il a apporté quelque chose de plus par rapport à ça. Quand je prends des structures d'insertion par l'activité économique, comme je vous ai parlé, bien sûr, ça permet à des personnes éloignées de l'emploi de retrouver un emploi. Qu'est-ce que ça veut dire retrouver un emploi? Ça veut dire déjà retrouver un salaire. Donc à un moment donné, c'est aussi une rémunération, qui n'est plus une rémunération de l'assistance, mais une rémunération du travail. Ça permet de retrouver des droits sociaux. Ils cotisent au chômage, ils cotisent à la protection sociale, etc., etc. Ça vous permet de retrouver une symbolique et une estime de soi. Ça permet d'acquérir des compétences, etc., etc. Et en même temps, si je reprends mon exemple de roman, l'organisation a, comme je vous disais, propose de l'emploi par l'insertion par l'activité économique et a développé une marque, le Made in France, sur la chaussure. Mais ça ne sert pas que l'association. Ça sert à l'ensemble du territoire. De redonner à un moment donné des lettres de noblesse à un savoir-faire qui existait sur le territoire. De redonner de la perspective à l'ensemble du territoire. Et donc c'est ça qui est important de comprendre dans les organisations d'économie sociale, étant donné que, par définition, la richesse qui est créée ne peut pas repartir. Je ne peux pas la distribuer à un fonds de pension ou à un actionnaire. Il faut que je la réutilise localement. Il faut que j'en fasse quelque chose localement. Donc, je vais proposer plus de services, je vais améliorer mes services, je vais proposer de nouveaux projets, je vais soutenir de nouvelles initiatives, etc., etc. Et donc, à partir de là, ce sont autant des espaces de création de richesse économique que de création de richesse sociale sur les territoires. À l'inverse, quel est l'atout pour le territoire? L'atout pour le territoire, c'est, comme je vous disais quand je vous prenais l'exemple du Pays Basque, l'exemple du plateau des Mille Vaches dans le Limousin, c'est à un moment donné donner une perspective pour le territoire. Parce que bon, si vous écoutez la radio ou si vous écoutez certains, si vous n'êtes pas les moins chers, si vous ne faites pas du dumping social, si vous n'êtes pas dans la mondialisation, il n'y a pas d'avenir pour vous. Donc à un moment donné, se dire qu'à partir des ressources qu'on a et à partir de la mise en cohérence de ces ressources-là, on peut toujours avoir un espace de spécification, un espace de valorisation de ces ressources et donc un espace de résilience. Et donc ça, c'est intéressant pour le territoire. Et puis surtout, ce que font les organisations d'économie sociale, que ne font pas les autres entreprises, c'est qu'elles mutualisent les risques et elles solidarisent les entreprises, les populations. Je vais vous prendre deux exemples. Je vous ai parlé de mon centre social. Mon centre social, dans les sorties famille, c'est ouvert à tous. Et finalement, le prix est en fonction du quotient familial. Donc, c'est-à-dire certains payent un peu plus cher et d'autres un peu moins cher, mais dans le but du jeu, tout le monde viendra. D'accord? Donc, j'ai mutualisé mes ressources. Je prends un autre exemple. Je ne sais pas si vous en avez sur le territoire, des épiceries sociales et solidaires. Alors, une épicerie sociale et solidaire, si vous ne connaissez pas le concept, c'est un commerce de proximité dans lequel les produits viennent de différentes origines, de la ramasse dans des supermarchés, de la banque alimentaire, mais aussi de la production locale. Et en fonction de nos coefficients familiales, le prix est différent. D'accord? Pareil, on est sur un processus de solidarisation. Certains payent le prix margé pour que d'autres puissent avoir accès aux mêmes produits à un prix accessible. D'accord? C'est bien ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je réponds bien à un service en proximité. Mais étant donné que à aucun moment la richesse ne sera ponctionnée pour sortir, je la réutilise à l'intérieur du circuit. Et je vais permettre à des organisations, je vais permettre à des individus, par ce principe de solidarité, de pouvoir répondre aux mêmes besoins. Et je ne peux avoir de clivage entre certains qui vont devoir aller faire la queue au resto du cœur et d'autres qui peuvent acheter chez les petits producteurs. À un moment donné, on a tous droit dans la consommation à être égaux par rapport à ça. Et donc, dans un modèle d'épicerie sociale et solidaire, par ce partage du prix, ça permet une accessibilité plus grande à tous. Et donc c'est ça qui est intéressant dans l'économie sociale, c'est cette mutualisation des ressources, des risques, qui permet de solidariser
les populations. Et donc, comme je vous disais, ça favorise l'attractivité du territoire. Qu'est-ce qui fait que cette proximité, et pourquoi on dit souvent que l'économie sociale est peu délocalisable? D'une part, comme je vous disais, parce que ces formes d'organisation sont des formes d'organisation dans lesquelles c'est d'abord un groupement de personnes et non pas un groupement de capitaux, qui fait que la proximité, le partage de valeurs va être important. Deuxièmement, dans l'économie sociale, dans la charte de l'économie sociale, l'engagement envers le reste de la communauté est un principe fondateur. Si je vous prends un autre exemple, justement sur cet engagement sur la communauté, je vais vous prendre l'exemple de la première et la plus célèbre des coopératives de consommation. La première et la plus célèbre des coopératives de consommation s'appelle les Équitables Pionniers de Rochdale. Rochdale, c'est une ville ouvrière à côté de Manchester qui est créée en 1848. On est dans le mouvement ouvrier, c'est des tisserands, et l'enjeu à cette époque-ci, c'est l'accès à la farine, à des produits de base, c'était de la farine, c'était du sucre, et c'était des bougies, et de l'huile. Mais surtout, à des produits de qualité. À cette époque-là, vous achetez un litre d'huile, c'est pas forcément un litre d'huile dedans, d'accord? Là, il y avait, ça pouvait être coupé, ou ça pouvait être de mauvaise qualité. Donc l'enjeu, c'est déjà avoir accédé à des produits de première nécessité, et de qualité. Par rapport à ça, ces ouvriers se sont dit, plutôt que de passer par les petits commerces de proximité qui étaient à l'époque, on va essayer d'acheter ensemble une quantité plus importante. Je suis en 1848, aujourd'hui c'est très à la mode. J'achète en gros, finalement je me regroupe pour acheter à plusieurs, ce qui me permet de supprimer les intermédiaires, et donc me permet d'avoir à partir de là un produit de meilleure qualité à un prix plus abordable. C'est comme ça que les Équitables Pionniers de Rochdale se sont développés. Ils existent encore et ils sont très puissants. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont finalement en capacité à ouvrir un magasin, puis à ouvrir une centrale d'achat, puis à acheter des moulins, et à pouvoir transformer eux-mêmes leurs matières premières. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont développé tous les services culturels et sociaux. Ils offraient le gâteau de mariage. Ils compensaient les salaires lorsque les hommes sont partis pendant la Première Guerre mondiale, etc., etc. Et ils se sont devenus des acteurs inconditionnels et très puissants de l'économie locale. Et ce qui était aussi intéressant dans cet exemple, c'est que c'est la première coopérative de consommation de cette taille-là et qui est encore aujourd'hui, et qui a été la première à écrire ces règles. Et parmi ces règles, il y avait cette fameuse règle « un homme, une voix ». En 1848. Les femmes ne votaient pas encore. Hein. Donc, on était à un moment donné assez précurseurs. Donc, ces principes-là, d'engagement envers la communauté, de solidarité et de mutualisation, sont très anciens et permettent de comprendre l'ancrage sur le territoire. Comme je vous disais, c'est ce que je vous montrais sur la première carte, les lieux de décision sont sur les territoires. Ça permet aussi de faire que la gouvernance, c'est-à-dire là où on décide, soit sur les territoires. Et donc, à partir de là, d'avoir une prise en compte plus spécifique des enjeux du territoire. Et enfin, beaucoup des activités de l'économie sociale sont des activités de proximité, dans lesquelles le contact direct est important. Mais en même temps, il faut être honnête, ou il faut être neutre quand on est un scientifique. Ce dont je vous parle, ce sont des connexions entre l'économie sociale et le territoire. Mais c'est aussi le monde des bisounours. Vous connaissez tous une organisation d'économie sociale qui veut dire « Ah ben non, elle a changé de lieu, elle a délocalisé, ou ils sont très loin de mon territoire ». Vous en connaissez tous dans des mutuelles, dans des banques coopératives, etc., etc. Donc il faut bien comprendre que les liens de cohérence entre l'économie sociale et le territoire sont potentiellement plus fortes que les entreprises, mais que ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que beaucoup d'organisations se sont concentrées, parce qu'elles ne pouvaient plus vivre sur des niveaux de communes, donc elles sont à des niveaux intercommunal, voire des fois départemental, voire régional. Donc à un moment donné, ça concentre les lieux de décision. Parce qu'aussi, il y a des organisations qui se sont beaucoup professionnalisées et qui finalement sont devenues avec uniquement des salariés. Et donc à partir de là, il y a une tension entre cette compétence salariale et
la participation bénévole. Et en même temps, parce que certains contextes, certains secteurs ont cru, se sont développés de manière plus importante que d'autres. Et en même temps, il ne faut pas nier, ces organisations-là, même si elles sont ancrées sur le territoire, elles doivent respecter les contraintes internationales, européennes et quoi que ce soit. Donc ce sont bien des organisations qui sont en tension au quotidien par rapport à ça, par rapport au fait qu'elles sont nées par les personnes qui les ont constituées pour être en proximité de leurs individus, mais finalement, elles sont aussi, comme les autres, dans un système, dans un écosystème qui doit amortir des mutations plus importantes. Donc elles sont potentiellement plus fortes sur le territoire, mais pour qu'elles le soient réellement, c'est bien le gros compte de personnes qui doit le faire. C'est bien la décision politique qui doit le faire. De ces administrateurs qui décident, est-ce que je garde mon centre ouvert ou est-ce que je le ferme? Est-ce que je vais dans tel territoire plutôt que d'autres? Est-ce que j'ouvre une épicerie ici ou pas? Etc. etc. On a beaucoup travaillé justement avec l'équipe de Sciences Po Grenoble sur les spécificités territoriales de l'économie sociale. Et on a observé 4 territoires. La vallée de l'Arve, la vallée de la Drôme, Grenoble et le territoire de Valence-Roman. Ce qui était intéressant de voir quand on a comparé ces territoires-là, c'est comme je disais, l'économie sociale, on a quantitativement à peu près la même chose dans tous ces territoires-là. Par contre, les organisations n'avaient pas du tout le même pot. Si je prends la vallée de l'Arve, donc la vallée de l'Arve, donc c'est en Haute-Savoie, à l'époque où on l'a fait, donc dans les années 2000, la vallée de l'Arve reste une vallée très spécialisée dans le décolletage. Qu'est-ce que c'est le décolletage? Je vais vous le dire parce que pour moi, la première fois que j'ai entendu ça, ça n'avait rien à voir avec le mot. D'accord? C'est des fournitures pour les équipementiers automobiles. D'accord? Ça n'a rien à voir avec les petits arbres. Mais c'est des sous-traitants de l'industrie automobile. D'accord? Et ce qu'on a observé, c'est que dans la vallée de l'Arve, il y avait un tissu d'économie sociale très puissant dans le logement, la formation, l'apprentissage et l'insertion par l'emploi, en soutien aux sous-traitants. Et c'est là où on avait une SCOP qui s'appelait Coméor, une SCOP, donc une coopérative ouvrière, où ce sont les salariés qui sont les coopérateurs, très puissante sur la vallée, et qui permettait de partager le travail sur le territoire. Alors, on a fait l'étude en 2007, mais c'était sur des chiffres plus tard. En 2007-2008, le décolletage a eu, comment dirais-je, des heures sombres, et cette SCOP en particulier a été une SCOP, a été celle qui a le moins licencié sur le territoire par rapport aux autres acteurs, ou l'a fait de manière beaucoup plus tard, parce qu'elle a été en capacité à faire du chômage technique, à partager le travail, plutôt que licencier de manière sèche. Vallée de la Drôme. Vallée de la Drôme, là, c'était du côté de Cré et de Die. Donc on est un territoire rural qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. Et eux, ils ont construit, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont construit toute une marque qui s'appelle BioVallée. Et là, toute l'économie sociale avait complètement un autre rôle. Elle était beaucoup plus diversifiée. Elle était intersectorielle. C'est-à-dire qu'il y avait des activités qui travaillaient à la fois culture, formation, emploi, agriculture, etc., etc. Et toutes ces organisations-là étaient des organisations qui allaient chercher des ressources au niveau régional, au niveau international, et qui les ramenaient sur le territoire, pour permettre au territoire de continuer à développer des activités. Donc on a vraiment une articulation entre la contribution des organisations d'économie sociale avec la perspective et la dynamique du territoire. L'autre cas que je vais vous parler, et je vais m'arrêter parce que le temps court, c'est les pôles territoriaux de coopération économique, ce qu'on appelle les PTCE. Alors, pourquoi je vous donne cet exemple-là? Parce que c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui de plus en plus. C'est un concept qui a été repris dans la loi de juillet 2014 sur l'économie sociale, qui est l'équivalent des pôles de compétitivité pour l'économie sociale. Quel était l'enjeu? L'enjeu était de dire que ces organisations sont des organisations qui sont importantes sur le territoire et qui, comme les autres entreprises,
sont en partenariat avec des acteurs publics, avec des centres de formation, avec des acteurs privés. Et comme il existe des pôles de compétitivité pour le monde industriel, pour les nanotechnologies dans lequel l'acteur public finance cette coopération, pourquoi ne pas faire la même chose pour des acteurs de l'économie sociale? Pourquoi on le ferait pour des acteurs de l'économie sociale? Parce que, comme je vous disais, les acteurs de l'économie sociale ont deux qualités qui sont en leur faveur. C'est d'abord leur approche démocratique, donc en lien avec aussi notre système politique, et aussi, comme je vous disais, le fait qu'ils ne distribuent pas de profit à leurs membres. Donc à un moment donné, si on apporte une contribution extérieure à l'organisation, elle restera dans l'organisation, et il n'y a jamais quelqu'un qui va partir avec la caisse. Bon, il y en a qui partent avec la caisse, mais normalement, ils sont punis par la loi, d'accord? Statutairement, ils n'ont pas le droit de le faire. Mais bon, il y a un petit canard partout, hein, autant dans le escalier. Et donc, les pôles territoriaux de coopération économique, c'est ça qui est intéressant. C'est à un moment donné, l'acteur public a choisi de valoriser ces initiatives. Quand on regarde cette carte, pareil, c'est une carte des pôles de coopération, pôles territoriaux de coopération économique en France. Et on observe qu'il y a à peu près, sur l'ensemble du territoire, ces pôles de coopération. On en a quand même pas mal en Rhône-Alpes, parce que, comme je vous disais, il y avait une dynamique ancienne de coopération et de soutien. Parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer. C'est pas en un an qu'on fait de la coopération entre des organisations. C'est bien que les organisations ont déjà l'habitude de travailler ensemble. C'est pas en 5 minutes que ça marche. Mais on voit bien que dans différents secteurs d'activité, parce qu'il y a autant de la question de lutte contre la précarité énergétique, que des services de la proximité, que de la culture, que du film documentaire, que de l'éco-construction, on a un ensemble de dynamismes sur les territoires. Et ce qui est intéressant dans ces pôles territoriaux de coopération économique, c'est à un moment donné la mise en lumière du rôle des organisations d'économie sociale sur les territoires, en favorisant plutôt la coopération que la concurrence ou la concentration, et en permettant finalement de valoriser les ressources du territoire. Pour conclure et pour qu'on garde quand même du temps d'échange, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je vous disais, si on me dit l'économie sociale est une économie dans laquelle l'emploi est non délocalisable, je ne suis pas d'accord. C'est pas par nature, c'est pas intrinsèque. Par contre, il y a des règles collectives qui vont faire que ces organisations vont avoir des trajectoires différentes qu'une entreprise par action. Que les choix stratégiques vont se faire de manière différente. Du fait du groupement de personnes, du fait des lieux de décision et du fait de l'activité. Que à partir de là, ce n'est pas l'économie sociale qui fait tout le développement, mais à un moment donné, c'est bien un maillon de cette chaîne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une approche en termes de développement et non pas de croissance. Et qu'à partir de là, il faut favoriser ces coopérations. Mais que ces coopérations ne se font que dans une gouvernance territoriale. Qu'à un moment donné où l'ensemble des acteurs, que ce soit la société civile, les acteurs privés, les acteurs publics, participent à cette gouvernance territoriale. Et l'économie sociale a un rôle par rapport à ça, parce que ce sont souvent des espaces de débat, des espaces de discussion et des espaces de construction de perspectives collectives. À un moment donné, pour faire territoire, il faut qu'on partage des choses ensemble. Du moins, il faut qu'on partage une orientation ensemble. Et ce sont des organisations dans lesquelles on va discuter de ces éléments-là et on peut construire ces éléments. Sur ce, je suis là pour répondre à des questions. Alors, j'éteins mon micro, comme ça vous pouvez utiliser le vôtre. Oui. Le capital n'est pas rémunéré, il y a quand même besoin de capital. Fort, s'il vous plaît. Appuyez sur notre micro. Alors, je vais répéter. Alors, la question, c'est la place du capital. Oui, il y a besoin de ressources monétaires et financières. Oui, je monte une association, j'ai besoin d'un local, j'ai besoin de salariés. Je monte une scope dans l'industrie, je vais avoir besoin de fourneaux, je vais avoir besoin d'instruments industriels. Donc oui, il y a besoin d'un capital de départ.
Ce capital dans les organisations d'économie sociale, il vient des membres qui mutualisent leur petite part qu'ils ne pourraient pas faire individuellement, et il est aussi mobilisé par des sources, d'autres sources, des clubs cigales, des clubs d'investissement, du financement par la foule, etc., etc. Là où il y a une différence par rapport aux sociétés par action, c'est que les fruits de ce capital sont toujours la propriété collective de l'organisation. Les réserves sont impartageables et indivisibles. Et que le capital en lui-même n'est pas rémunéré. Vous prenez une part sociale dans une coopérative, elle vaut 15 € aujourd'hui, dans 35 ans, elle vaut toujours 15 €. Même si l'entreprise, au départ, elle faisait 2 salariés, et demain, elle en fait 25. Elle est là la différence. Par contre, vous avez tout à fait raison. Pour répondre à vos besoins, pour répondre aux besoins des membres, il y a besoin de moyens financiers. Il y a besoin d'avoir une bonne gestion, il y a besoin d'être équilibré. Une MJC, si elle n'utilise pas de la bonne manière ses ressources, elle est incapable d'assurer son service. Donc elle en a besoin. Mais c'est autre chose que de rémunérer un capital. Oui. Il existe des coopératives qui n'associent pas des personnes physiques en tant que telles, mais qui associent des acteurs économiques au sens d'acteurs de l'économie marchande. Je pense en particulier, par exemple, les plus petites, c'est les CUMA, qui sont des coopératives. On a dans des tailles beaucoup plus importantes, par exemple les CERC, qui sont les coopératives de distribution pharmaceutique, entre les pharmaciens, qui sont plus acteurs économiques que les pharmaciens, on est bien d'accord. Est-ce que vous les considérez, ces coopératives à caractère économique, franchement économique, comme faisant partie de l'ESS? Je vais être plus provocatrice, je vais vous donner un autre exemple. Leclerc est une coopérative. La marque Leclerc est détenue par une coopérative. Intersport, Gamme Vert est détenue par la Dauphinoise. Super U, Intermarché. Tout ça, toutes ces marques-là sont détenues par des coopératives. Alors, je suis d'accord avec vous. Le point de départ de l'économie sociale, c'est vivre dignement de son travail. Et c'est vrai pour un ouvrier, c'est vrai pour un artisan, et c'est vrai pour un chef d'entreprise autant. Donc, qui sont les coopérateurs dans une coopérative telle que Intermarché, Intersport et quoi que ce soit? Ce sont les propriétaires des points de vente. Oui. Alors, dans leurs points de vente, ce sont des entrepreneurs comme les autres. Par contre, dans la coopérative, ils sont toujours un homme, une voix, une gestion désintéressée et incapacité à se rémunérer par rapport à ça. Donc, je vais vous donner un exemple. Ces entrepreneurs, ces coopérateurs-là font partie de la Fédération du commerce associé. Aujourd'hui, ils ont mis le commerce coopératif et associé. C'est venu à la mode aujourd'hui. Cette fédération-là a justement pour enjeu d'expliquer pourquoi, plutôt qu'être franchisé, plutôt que de venir tout seul, c'est plus intéressant d'aller en coopérative. Parce qu'aller en coopérative, ça vous permet d'avoir les moyens de développer votre projet que vous ne pourriez pas tout seul. D'accord ? Et donc, ça permet de mutualiser toutes les fonctions de support qui sont indispensables à la création d'activités. Dans la coopérative, ces chefs d'entreprise peuvent passer jusqu'à 2 à 3 jours de bénévolat pour la coopérative. Ils vont s'investir et ils ne vont jamais être rémunérés. Par contre, ils ne mutualisent pas du tout les questions sociales qu'il y a dans leur propre entreprise. Et à titre d'exemple, j'avais justement interpellé cette fédération en disant « Et qu'en est-il de la politique sociale, la question de la pénibilité des caissières, la question de l'emploi des caissières, et ainsi de suite ?» On m'avait répondu gentiment « Ce n'est pas un objet qui est mutualisé dans la coopérative. » Pareil, vous avez donné l'exemple des CUMA et toute la coopération agricole. La coopération agricole, c'était faire face aux gros exploitants et de pouvoir permettre à des petits exploitants de se maintenir et de mutualiser des moyens pour permettre de survivre et de vivre dignement de leur travail. Donc, ils restent exploitants de leur exploitation agricole et ils mutualisent des moyens qui leur permettent de vivre dignement de votre travail. Alors oui, aujourd'hui, ça leur a permis tellement de vivre dignement que la coopérative est devenue un puissant industriel agroalimentaire.
Mais à un moment donné, la coopérative elle-même ne pourra jamais être récupérée par l'un d'entre eux. Cette règle de la démocratie et de la non-lucrativité reste forcément à la coopérative. Mais la coopérative sert d'abord et toujours, et c'était ça l'idée, de permettre à ce que chacun vive dignement de son travail, sans jugement, sur est-ce que ce travail c'est d'être ouvrier, d'être artisan, d'être pharmacien ou d'être propriétaire d'un magasin. Donc il y a bien cette tension. Complètement. C'est pour ça aussi que l'économie sociale peut être autant vue dans une approche très libérale que dans une approche très socialiste. Parce qu'à un moment donné, c'est bien une mutualisation, c'est bien pour permettre à des personnes qui, dans les contextes actuels, ne peuvent pas y arriver parce qu'elles n'ont pas le capital de départ, mais qui, par la force de leur travail et en mutualisant des moyens, sont en capacité à retrouver un pouvoir. Donc la réponse à la question, c'est ça fait partie de l'ESS. Merci. Oui, moi ce que je voulais vous demander, c'est justement comme il y a un membre, une voix, est-ce que ça ne pose pas souvent le problème de la participation de ces membres aux décisions? Merci. Alors, l'économie sociale et solidaire, comme je vous disais, l'exemple que je vous donnais avec Rochdale, a été une vraie rupture dans l'entreprise. C'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup d'entreprises dans lesquelles vous avez cette égalité dans les prises de décision. Donc ça a été une vraie rupture. Et d'autant plus quand, typiquement, on est dans des coopératives de travailleurs, où ce sont les salariés qui décident. En même temps, et vous avez raison par rapport à ça, cette règle de décision se fait sur des moments spécifiques dans la vie. Elle se fait en assemblée générale, elle se fait sur les décisions stratégiques. Elle ne se fait pas forcément au quotidien. Donc premièrement, or, il y a plein de moments au quotidien, il y a plein de moments informels dans lesquels les décisions se prennent. Et donc ça pose un problème. Deuxièmement, l'exercice de la démocratie directe est plus facile à petite échelle avec des gens engagés. Aujourd'hui, dans l'économie sociale, on va plutôt avoir une démocratie représentative où on va élire des représentants. Et quand vous élisez des représentants dans des organisations de plus en plus grandes, et bien alors là, vous retrouvez le même problème qu'on a dans notre système politique de la représentativité, de la transmission des informations et de la participation. Donc, la croissance des organisations, la professionnalisation de ces organisations, et à un moment donné aussi, le fait que le fait de participer demande un engagement de plus en plus important, fait que cet espace démocratique peut s'amenuire. Complètement. Mais après, en même temps, c'est notre responsabilité de tous. Le modèle n'est pas magique. Il est en rupture. Après, il faut s'en saisir, avec toutes les contraintes qu'on peut avoir. Mais en même temps, c'est une vigilance à avoir. Et je trouve, beaucoup d'organisations aujourd'hui, d'organisations d'économie sociale, se posent la question. On était à 5, c'était facile. On faisait des assemblées tous les 4 matins. Dès qu'on prenait le café, on prenait les décisions, il n'y avait pas de souci. Aujourd'hui, on est 250 et on se voit une fois par an. Bah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ma démocratie, c'est pas ça comment j'essaie de m'exprimer. Alors, il y a beaucoup d'organisations qui réessayent, qui recréent des petites unités. Il y en a d'autres qui font des comités élargis, il y en a d'autres qui font des séminaires. Et puis, il y a tout un autre enjeu derrière, c'est savoir comment on vote. Est-ce qu'on cherche la majorité, le consensus ou l'unanimité? C'est pas si simple que ça, hein, mais ça ne veut pas dire la même chose pour le faire ensemble. Donc oui, l'affaiblissement participatif est un danger. Mais à un moment donné, il est obligatoire. Après, il faut le faire vivre de manière importante. Vous nous avez parlé de création de ces coopératives, mais pas de ceux des travailleurs des usines, par exemple, qui délocalisent et où les travailleurs veulent garder leur outil de travail. Et je pense aux exemples du Télééléphant, donc 1336, parce qu'ils ont été 1336 jours pour arriver à récupérer leur outil de travail et exister en scope. Et aussi Ecoplan, qui est dans l'Isère et qui
qui apparemment n'arrivent pas à... On n'en arrive pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à leurs difficultés? Alors, dans la diversité des organisations de l'économie sociale, vous avez une espèce, je le fais comme ça, qui s'appelle les SCOP, ce que vous avez utilisé. Donc, Société coopérative ouvrière. Qu'est-ce que c'est qu'une SCOP? C'est une coopérative, comme je vous l'ai expliqué, un homme, une voix, non-lucrativité, groupement de personnes, tout pareil. Sauf qu'il faut bien comprendre que le groupement de personnes est toujours spécifique à la forme de la coopération. Dans le monde agricole, le groupement de personnes, ce sont des agriculteurs. Dans Leclerc, comme je vous ai donné, ce sont les propriétaires des points de vente. Dans les SCOP, les propriétaires, ce sont les salariés. Ce sont les salariés qui ont à la fois un contrat de travail avec l'entreprise et qui sont sociétaires de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est eux qui décident des décisions et qui vont apporter le financement de départ. Les SCOP, comme je disais, historiquement, ça a fait partie des premières formes de l'économie sociale qui étaient de pouvoir permettre, comme je disais, aux artisans de pouvoir continuer à vivre de leur travail en mutualisant une entreprise collective. Aujourd'hui, et on a eu ça dans les années 80 et on a ça aussi aujourd'hui, la SCOP devient une possibilité en cas de reprise de l'entreprise par les salariés. Dans le cas des reprises d'entreprise par les salariés, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs cas de figure différents. Le premier, c'est le cas où le propriétaire actuel veut vendre. J'ai un exemple, c'est une SCOP qui existe depuis plus de 12 ans, qui est à Saint-Vallier, qui s'appelle Céral, et qui fait... je n'ai pas trouvé le mot. Qui fait des gros trucs en céramique pour que le courant dans la haute tension ne permet pas de brûler. Excusez-moi, je n'ai pas trouvé le mot technique, mais c'est ça, je suis vraiment désolée. Voilà, des isolateurs, merci. De courant en céramique. Donc, c'est une SCOP industrielle qui existe depuis le début du XXe siècle, qui a toujours fait partie de grands groupes liés à l'électrification en France. En 2000, ils changent de main et ils sont rachetés par un fonds de pension. La première chose que fait un fonds de pension, on s'en débarrasse. Un fonds de pension, un outil productif, il ne sait pas ce que c'est. D'accord ? Donc il ne veut pas vendre, il veut tuer la société. D'accord ? Il veut couler la boîte. Les salariés ne sont pas d'accord, et donc les salariés vont faire une reprise. Ils vont aller vers le tribunal de commerce, ils vont trouver le financement, ils vont avoir une aide de la collectivité qui va leur permettre d'avoir accès au terrain, et l'entreprise va être reprise par ses salariés. Aujourd'hui, ils sont 52, l'entreprise marche très bien, et elle continue à se développer. Si je prends l'exemple d'Ecopla, Ecopla, on est à peu près dans la même configuration. Donc Ecopla, ce sont plutôt des barquettes en aluminium du côté de Grenoble. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui déposait Ecopla qui a voulu vendre et qui s'est fait racheter par son concurrent. Qu'est-ce qu'il veut son concurrent? Il veut récupérer l'outil productif et mettre les clés sous la porte. Pareil, il y a une constitution de salariés, on dit nous, on va vouloir racheter. Parce que pour faire cette procédure, il passe par le tribunal de commerce, le tribunal de commerce met en liquidation et examine les propositions de rachat. Et là, c'est l'Italien, pour le moment, qui est en position de rachat. Troisième exemple, le thé, les éléphants, pareil, Lipton, qui veut détruire un outil productif qu'il a dans le sud de la France, et pareil, les salariés, face à cette décision de liquidation d'un établissement, va déposer un projet pour pouvoir récupérer l'entreprise. Et il y a toujours un conflit social à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut observer de tous ces cas? La formule de la SCOP est une formule dans laquelle la coopérative est l'entreprise qui détient les moyens de production. Ces moyens de production sont la propriété des coopérateurs qui sont les salariés. Et donc à partir de là, on a une forme d'organisation dans laquelle les personnes ont un contrat de travail avec l'entreprise et en même temps sont les propriétaires de l'entreprise. En même temps, pour que ce schéma organisationnel fonctionne, il faut avoir une entreprise saine. Dans tous les exemples que je vous ai donnés, le thé, Céral ou Ecopla, vous avez des entreprises saines. Vous avez des entreprises qui sont coulées parce qu'elles ne rentrent pas dans les schémas stratégiques de groupes financiers.
mais que l'outil productif est sain. Ce n'est pas le cas dans tous. Alors oui, dans les scopes, vous avez beaucoup d'activités sur la reprise d'entreprise, mais vous avez aussi des scopes qui se créent ex nihilo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la création d'activités, vous pouvez tous avoir un projet d'activité, que ce soit pour monter un commerce, que ce soit pour monter, pour devenir architecte, pour devenir ingénieur, ou pour développer un bureau d'études. Quand vous créez votre entreprise, vous pouvez le faire seul, ou vous pouvez le faire à plusieurs. L'enjeu de la scope, c'est vraiment ce partage de l'outil productif et cette imbrication dans les individus de la caractéristique de salarié et de la caractéristique d'entrepreneur. C'est-à-dire que le même individu, de 9h à 17h, il pointe avec son contrat de salarial, et à 17h30, il y a conseil d'administration, il devient administrateur et propriétaire de l'entreprise, il va prendre des décisions stratégiques. Et comme c'est la même personne, même si on est tous un peu schizophrènes et qu'on a parfois des contradictions les uns par rapport aux autres, à un moment donné, on va forcément avoir une lecture différente de l'entreprise par rapport à quelqu'un qui n'est pas salarié de l'entreprise, ou à quelqu'un qui ne le regardera que sur sa fonction financière. Mais dans tous les cas, le projet économique, le projet productif doit être viable pour que le collectif émerge. Et ça, c'est important. Sur Ecopla, ils en sont au 3e ou 4e appel devant le tribunal, et c'est très très mal parti, parce qu'en fait, pour des questions administratives, ils ont déposé leur dossier de reprise hors délai. Donc c'est vraiment le tribunal de commerce de Grenoble n'a pas du tout un acte politique, mais un acte très administratif, et ça fait que ça a beaucoup de mal à avancer et il y a peu de chance par rapport à ça, que ça se Autre élément nouveau sur cette question de reprise d'entreprise par les salariés, dans cette fameuse loi Hamon de juillet 2014, il y a un article qui s'appelle l'accord Florange, dans lequel aujourd'hui les entreprises ont l'obligation de prévenir les salariés lorsqu'il va y avoir une cession, pour que les salariés puissent se proposer comme repreneurs. Mais il y a beaucoup d'exemples. Il y a un exemple aussi d'une librairie, je me rappelle en Auvergne, il y a beaucoup d'exemples qui se font par rapport à ça. Je voulais revenir au cas du responsable de magasin d'Intermarché, la coopérative Intermarché ou Leclerc, etc. Donc, cette coopérative, elle existe pour le responsable du magasin, de manière, selon la théorie, de manière à ce qu'il soit rémunéré correctement par rapport à son travail. Alors, justement, est-ce qu'il y a moins d'écart de salaire entre le responsable du magasin et la caissière à Intermarché qu'à Carrefour, par exemple? Alors, je vais répondre de deux manières. Dans le cas spécifiquement de la grande distribution, parce que c'est ça le plus emblématique, toutes les décisions salariales, sociales, etc., dans le point de vente, dans l'entreprise qui est propriétaire du magasin, ne sont pas dans la coopérative. Il y a deux échelons. Et c'est ce que je vous disais. La position actuelle de la Fédération du commerce associé est de dire que ces discussions-là ne sont pas mutualisées. Donc, je suis complètement d'accord avec vous. C'est c'est la coopérative quand ça nous intéresse. Je coopère quand ça m'intéresse. Mais voilà. Alors après, sur un autre exemple, l'INSEE a fait un travail justement sur la question des échelles de chaleur dans l'économie sociale en général. Dans l'économie sociale en général, vous avez un écart de salaire de 1 à 5, qui est inférieur à beaucoup d'autres. Mais vous avez un écart de salaire de 1 à 5. Mais je ne suis pas sûre que... Alors, c'est typiquement dans la coopérative Leclerc, que c'est du moins la coopérative qui détient la marque, qui a 1 à 5. Pas dans le supermarché. Oui, je voulais savoir, est-ce que les entreprises de l'ESS
bénéficient de plus d'aide. Oui, est-ce que les entreprises de l'ESS bénéficient de plus d'aide du département, de la région que les autres entreprises? Alors, je vais être obligée de séquencer ma réponse. Les entreprises de l'ESS, coopératives, mutuelles, associations, bénéficient des mêmes aides que les autres entreprises. Donc les autres entreprises ont des aides. Une des premières, par exemple, je vous donnerai, ça sera la réduction des charges salariales sur les bas salaires. Un dispositif Fillon, toutes les entreprises à droit, l'économie sociale et solidaire aussi. Ça fait partie des aides de l'État aux entreprises. Parce que c'est une exonération de charges sociales. Donc c'est bien une aide de l'État pour ne pas payer ce qu'on aurait dû payer. Donc comme toutes les entreprises, les associations coopératives mutuelles bénéficient des mêmes dispositifs de droit commun que les autres entreprises. Néanmoins, je vais séparer les coopératives et mutuelles des associations. Les coopératives et les mutuelles, en règle générale, sauf sur des cas très particuliers, n'ont pas d'aide directe des collectivités territoriales. D'accord ? Sauf dans le cas d'un montage de projet très spécifique, comme une start-up pourrait avoir une aide très spécifique, très ponctuelle d'une collectivité territoriale. Par contre, le cas des associations est complètement différent. Les associations en règle, peuvent avoir des financements à plusieurs niveaux des acteurs publics. Au niveau des communes, au niveau des métropoles, au niveau des départements et au niveau des régions. D'abord, des financements liés à l'activité même, c'est-à-dire qu'il y a des financements pour l'aide à domicile, il y a des financements pour l'action sociale, il y a des financements pour la protection de l'enfance. Le département alloue une subvention de fonctionnement pour les associations de la protection de l'enfance, comme pour l'établissement départemental en Isère pour la protection de l'enfance. D'accord, au même niveau. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est plusieurs choses. La justification de ce financement public est faite sur un projet en particulier. D'accord ? Donc les associations sont souvent là pour faire émerger des problématiques du territoire, construire un projet, et aller voir l'acteur public en disant voilà ce que demande une partie de la population du territoire demande, est-ce que vous êtes prêt à le réaliser et donc à contribuer financièrement à sa réalisation. Donc ça c'est le cas des demandes de subventions que font beaucoup d'associations au niveau métropole, commune, département ou région. Aujourd'hui, on a de plus en plus de schémas inverses où on a les collectivités territoriales qui font des appels à marché. C'est-à-dire que c'est la collectivité territoriale qui a un besoin et qui va demander aux mieux offrants, qu'ils soient associatifs ou pas, de répondre à ces besoins. Donc ça change un petit peu. Si on prend les chiffres statistiques sur la part des financements publics dans le financement des associations, sur une étude qui a été réalisée en 2014, vous avez 49% du financement des associations qui vient du financement public. Que ça soit par subvention, soit par prestation d'activité. D'accord ? Parce que quand vous prenez l'accueil de personnes en situation de handicap ou l'accueil de personnes âgées, il y a un forfait qui est payé par le département, que vous soyez une association, que vous ne soyez pas une association, c'est pareil, c'est forfaitaire. D'accord ? Donc vous avez bien 49% du financement des associations qui est un financement d'origine privée, à moitié de subvention, à moitié de prestations d'activité. Mais il faut rajouter aussi que plus de 80% de l'ensemble de ces financements publics sont concentrés dans à peine 10% des associations. Donc vous avez une forte concentration aussi des financements dans certaines associations. Donc oui, le modèle associatif a recours à des financements publics, notamment quand son action rentre dans l'intérêt général décidé par la collectivité territoriale. Mais ce financement se fait sous condition. Il n'est pas exclusivement réservé à l'économie sociale, mais il peut être réservé à d'autres opérateurs en fonction de l'activité. Et aujourd'hui, on est de plus en plus dans un émiettement et une transformation des formes de financement qui se font à destination des associations. Après, l'ensemble des activités l'ensemble des organisations de l'économie sociale, comme les autres entreprises, ont accès à des dispositifs communs
d'aide indirecte par rapport à l'acteur public. Comment expliquer la relation entre les différents membres d'une scope publique du Code du travail qui aborde ce qui est en relation particulier? Dans la scope, vous avez, c'est pas un cas particulier, c'est un cas qui superpose des cas. C'est-à-dire que la scope, quand vous êtes salarié, c'est le droit du travail. D'accord ? Un coopérateur dans une scope, il a un contrat salarial qui est le droit du travail, comme les autres, il ne change rien. Et en même temps, il a une autre fonction, c'est celui d'être associé. Et là, c'est le droit commercial de la coopérative. Mais le droit du travail est exactement le même, dans tous les cas. C'est pas ça qui change. Ce qui change, c'est que celui qui décide des conditions salariales est celui qui exerce ces conditions salariales. Mais ce n'est pas la condition salariale qui change. C'est le propriétaire de l'entreprise qui change. Le droit du travail est le même. Et tout le mouvement de l'économie sociale s'est construit dans le mouvement ouvrier pour construire ce code du travail dès le départ. Donc il est le même et il est vraiment très ancré dans cette question du travail, la valorisation du travail et du code du travail. Par contre, ce travail n'est plus commandé par un tiers, n'est plus commandé par d'autres, mais il est commandé par les travailleurs eux-mêmes. C'est ça qui change. Et donc c'est dans le contrat de l'entreprise, de comment on fonctionne dans l'entreprise qu'il y a une spécificité, mais pas dans le contrat de travail. Ils ont des contrats salariales comme les autres. Une question sur les centrales villageoises. Est-ce que vous les englobez dans l'économie sociale et solidaire et qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, pourquoi une nouvelle forme comme celle-ci? Alors, pour savoir le périmètre de l'économie sociale et solidaire, c'est pas l'activité qui compte. C'est quelles sont finalement les règles collectives d'individus que les porteurs de projets se sont appliqués pour savoir si je suis dans l'économie sociale et solidaire. Donc c'est-à-dire une centrale villageoise, c'est-à-dire un espace de production d'électricité, peut être une SEP, donc une société économie mixte, ou peut être une société coopérative d'intérêt collectif. Le choix des règles qui permettent de gérer cette centrale peuvent être faites de différentes façons. À partir du moment où les règles sont choisies constituent un groupement de personnes privées, non lucratif, démocratique, alors ça rentre dans l'économie sociale. Donc c'est pas par l'activité, c'est parce que finalement, les porteurs de projets, à un moment donné, quand ils ont décidé de faire cette activité, quelles règles ils ont choisies pour fonctionner. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc, après, votre question est complètement légitime parce qu'il y a beaucoup de centrales villageoises qui sont des sociétés coopératives. Parce que justement, c'est un statut privé qui permet de garantir l'intérêt collectif, l'intérêt général, qui permet que la richesse qui soit créée par l'activité ne soit jamais accaparée par les minorités, mais reste du domaine du commun et du collectif, et permet l'expression de chacun. Donc ça paraît complètement cohérent. Mais vous pouvez avoir des contre-exemples où ce sont plutôt des SEM ou des sociétés ou des SAS non coopératives. Donc c'est ça qui est important. Le collectif de personnes, le groupement, il a choisi quoi comme règle? Pourquoi c'est important et j'insiste dessus? Parce que vous pouvez dire, ok, on se met d'accord, on fait un projet ensemble, et puis cette année, eh ben, on est content, cette année, eh ben, on ne se distribue pas de dividendes. On réinvestit tout dans l'entreprise. On a été gentil. Vous n'avez pas l'obligation, vous pouviez si vous étiez une société lucrative. Ah mais l'année prochaine, non, l'année est mauvaise, hein. Donc on a tous besoin de refaire nos toitures, donc on va tous récupérer l'argent. Dans une coopérative d'association mutuelle, vous ne pouvez pas faire ça. C'est tout le temps pareil. Que les fondateurs soient là ou ils ne soient pas là, que l'année soit mauvaise ou que l'année ne soit pas mauvaise. C'est pas là-dedans que vous allez récupérer ces éléments-là. C'est ça qui fait la différence. C'est finalement quel est notre système de valeurs, le système de règles qui fait
que la production de cette activité va être différente. Et je vais choisir différemment. Après, il faut une diversité des organisations. Mais à un moment donné, pour faire quoi? Il y a une banque coopérative qui s'appelle le Crédit Coopératif et qui se revendique être la banque de l'économie sociale et solidaire. J'aimerais avoir votre avis, parce qu'il y a aussi Crédit Mutuel. Comment se partage le marché, en quelque sorte, de l'ESS? Est-ce que c'est que fait ce slogan du Crédit Coopératif? Alors, je vais toujours vous répondre de manière séparée. Le crédit coopératif fait partie des banques spécifiques du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, deuxième groupe bancaire en France. Hein. C'est pas des nains. Et c'est bien une banque spécifique parmi les autres banques régionales et la CASDEN du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. Donc c'est pas un acteur isolé, il ne faut pas l'oublier. Le secteur d'activité bancaire, il ne faut pas l'oublier non plus, est un secteur extrêmement normé, où n'importe qui ne peut pas faire une banque. Il suffit d'écouter l'ANEF, l'ANEF ça fait 20 ans qu'elle veut être une banque, pour moi le régulateur dit toujours non, donc n'importe qui n'a pas le privilège d'être une banque. Donc pour être une banque, il faut quand même suivre un petit peu la norme. Pourquoi on peut quand même apporter des nuances par rapport à cette vision du crédit coopératif comme une banque comme les autres, pour plusieurs éléments. D'une part, comme je vous le disais, ça reste statutairement une coopérative. Donc si vous êtes coopérateur du crédit coopératif, vous avez la possibilité de vous exprimer de manière démocratique, un homme et une femme. Ça reste un élément fondateur et obligatoire. Deuxièmement, les activités financières et bancaires, il ne faut pas se leurrer, hein, ça rapporte beaucoup d'argent. Sauf que là, ça ne pourra jamais aller dans la poche d'un individu, ça sera toujours réinvesti dans le collectif. Donc ça reste une règle forte qui explique les trajectoires particulières du crédit coopératif. Comment j'observe après le crédit coopératif et sa proximité avec l'économie sociale? Si vous regardez qui sont finalement ces coopérateurs au crédit coopératif, vous allez observer que vous avez beaucoup de coopérateurs qui sont des personnes individuelles, mais vous avez aussi énormément d'associations qui sont les personnes morales, qui sont les coopérateurs du crédit coopératif. Le sociétariat majoritaire du crédit coopératif, ce sont des associations. Souvent des associations du médico-social, des tutelles, etc., etc. Et donc à partir de là, elles ont constitué cette banque pour pouvoir elles-mêmes se financer. Autre élément qui permet d'illustrer la position un petit peu d'équilibriste que fait le crédit coopératif. Le crédit coopératif est une banque dans laquelle vous allez pouvoir avoir un service bancaire comme les autres. Mais vous allez pouvoir aussi avoir accès à un compte chèque qui peut être un compte chèque NEF. D'accord, une autre coopérative financière. En 1983, le crédit coopératif est la seule banque qui propose un fonds commun de partage, c'est-à-dire la possibilité aux épargnants de reverser une partie de leur rémunération du capital pour des associations. C'est le fonds commun de partage fin et développement. Donc, permet de financer tout le tissu associatif à partir, justement, de la richesse qui est créée sur les marchés financiers. Ça, c'est assez nouveau, 1983. Aujourd'hui, vous allez voir tout le monde nous en propose. Hein. Que fait aujourd'hui le crédit coopératif? Le crédit coopératif est la seule banque qui propose l'équivalent d'une taxe financière sur les devises. C'est-à-dire, quand vous changez énormément, ou du moins quand vous faites de la spéculation sur les devises au crédit coopératif, vous avez une taxe qui est mutualisée. C'est une mise en pratique de la taxe Tobin sur éviter la spéculation, et là, elle est uniquement sur la question des devises. Donc on a vraiment une position d'équilibriste. Je suis un opérateur bancaire. J'ai une injonction à faire comme les autres, mais néanmoins, j'essaye toujours de retrouver des espaces d'innovation ou des espaces pour rester en cohérence avec mes valeurs. Mais c'est une vraie position d'équilibriste.
Donc, c'est un acteur de l'économie sociale qui permet de récupérer là où, finalement, il y a du pouvoir économique et du pouvoir financier, pour le redistribuer sur des organisations plus petites de l'économie sociale. Ça répond à votre question. Et on parle de marché par rapport aux autres, comme le Crédit Mutuel, et ça représente quoi, combien Je ne pourrais pas vous donner de chiffres, je peux juste vous donner un ordre, une liste en termes d'organisation, parce qu'en plus si vous prenez le crédit coopératif tout seul, c'est le dernier des banques coopératives. Si vous prenez le groupe BPCE, c'est le premier. D'accord? Banque populaire, caisse d'épargne, c'est le premier. Après, vous avez Crédit Agricole, et après, vous avez Crédit Mutuel, et après, Crédit Coopératif. Mais comme le Crédit Coopératif, ils oublient souvent de le dire, hein, c'est une des banques de Banque populaire, caisse d'épargne, c'est important. La clientèle de particuliers est la plus faible dans le crédit coopératif par rapport aux autres. Le Crédit Mutuel a une clientèle de particuliers beaucoup plus importante. Elles ont des origines complètement différentes. Le Crédit Mutuel est né justement pour favoriser l'accès aux produits bancaires des salariés. Le Crédit Coopératif était la banque qui finançait les associations et les organisations d'économie sociale. Le Crédit Coopératif, ça date de la fin du 19e siècle. Elle a même fait faillite en 1929 et elle a été reprise. Elles ont deux origines historiques complètement différentes, qui expliquent qu'elles ont des positionnements de marché qui sont complètement différents. Et le Crédit Agricole dans l'affaire? Alors, le Crédit Agricole, pareil, le Crédit Agricole A été créé par les agriculteurs, pour les agriculteurs. Tout à fait. Et c'est le décret Méline en 1898, complètement d'accord. Et les agriculteurs, alors je ne sais pas si c'est les agriculteurs ou les banquiers, on dit c'est bien de faire ça, mais vu que ça marche bien, parce que c'est ça qu'il faut être honnête, une coopérative, entre 0 et 5 ans, ça fait comme les autres entreprises, ça a une chance sur deux de tomber, voire un peu moins. Par contre, au bout de 100 ans, quand on n'a pas eu besoin de distribuer la richesse, ben on a un beau magot. Hein. Non mais c'est vrai, il faut le dire. Non, on ne l'a pas distribué. Donc, les fonds propres des banques coopératives sont importantes. C'est pour ça qu'ils sont capables d'acheter CIC, etc., etc. Elles n'ont pas distribué. Il faut bien faire quelque chose de cet argent. Ce sont des banquiers, n'oubliez pas. Donc, le Crédit Agricole s'est dit, ah mais on en a beaucoup, et on pourrait peut-être même aller en chercher ailleurs. Et donc, ils ont dit, pour aller en chercher ailleurs, eh ben, on va aller se marier avec les marchés financiers. Et le Crédit Agricole a créé CASA, Crédit Agricole SA. C'est-à-dire une société mixte où 50% est détenu par les coopératives et 50% est détenu par des opérateurs de marché. Mais c'est pas CASA que vous retrouvez dans vos guichets en bas de chez vous. C'est pas CASA qui fait que vous avez encore des caisses locales partout sur le territoire ou que même des endroits où il n'y a plus aucune banque, vous allez encore avoir un distributeur Crédit Agricole. On a dans le groupe Crédit Agricole une famille purement coopérative, d'accord, dans laquelle vous avez des caisses locales. Ces caisses locales se renouvellent, s'intéressent à leur territoire, soutiennent les territoires, le monde agricole, mais pas que. Aujourd'hui, il y a beaucoup des administrateurs qui ne sont plus du monde agricole, mais il y en a encore. Et à côté, un mariage un peu contre nature avec une autre famille qui n'a rien à voir avec l'économie sociale et solidaire. Donc c'est vraiment le modèle hybride entre les deux. Et j'allais vous dire, dans les années 2000-2005, c'était plutôt la branche non coopérative qui avait le dessus. Aujourd'hui, c'est plus si évident que ça. Mais regardez-le. Alors après, vous avez peut-être plus de recul que moi, mais dans les années 80, les années 90, même jusqu'à l'année 2000, jusqu'à la crise, surtout pas, on ne disait surtout pas qu'on était coopératif. On se cachait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus à la mode. C'est les mêmes organisations, hein. Mais
on est aussi le miroir de notre société. Ce sont des organisations qui réalisent en fonction des gens qui la composent. Et donc, il y a 20 ans, on se cachait pour dire d'être coopérative. Surtout pas. On était des entreprises comme les autres. Alors qu'aujourd'hui, on rajoute l'adjectif coopérative à tout. À toutes les sauces même. Quitte à confondre coopération et coopérative. Je peux coopérer sans avoir une règle démocratique et sans être d'accord pour ne pas rémunérer le capital. Par contre, être coopérative, c'est autrement. C'est coopérer, mais dans un système de règles spécifiques. Je crois que souvent, dans le système, la Banque populaire était un système coopératif au départ. Et on retrouve la même chose avec beaucoup de ce qu'on appelle les mutuelles d'assurance, qui aujourd'hui sont devenues des entreprises de type capitaliste total. Alors, sur typiquement Banque populaire, ce qu'a fait Crédit Agricole, le Crédit Agricole, c'est un mariage entre des coopératives et une société financière, 50-50. Banque populaire, eux n'ont pas fait ça. Banque populaire reste complètement coopératif et a pris une partie de ses revenus, de son capital coopératif pour aller créer une autre structure qui s'appelle Natixis, qui elle aussi est hybride. Mais ce n'est pas le modèle coopératif qui a été marié. Ils l'ont fait dehors. D'accord ? Donc ce n'est pas tout à fait le même modèle. Ça permet, quand ça nous arrange, on le fait, mais il y a eu à un moment donné le choix de garder le modèle original coopératif sur l'ensemble de la banque. Pas sur son Natixis. Natixis, c'est pas de la banque, c'est des services financiers, c'est différent. D'accord ? Natixis, c'est financier, c'est spéculatif, mais pas la coopérative là-dessus. La coopérative reste sur le métier bancaire à proprement parler, sur l'accès au crédit à proprement parler. Quand on va faire plus de risques sur spéculatif, on ne met pas en jeu la coopérative. D'accord ? Donc il y a une séparation par rapport à ça. Sur les mutuelles de santé. Alors, les mutuelles de santé, ce sont des acteurs particuliers, des complémentaires de santé. D'accord ? C'est-à-dire un complémentaire de santé, vous avez deux familles, vous avez les compagnies d'assurance et les mutuelles de santé. Deux histoires différentes. D'accord ? Pour expliquer les grosses différences, dans une compagnie d'assurance, vous vous assurez d'un risque social en fonction de la probabilité de votre risque individuel. D'accord ? Donc, dans une compagnie d'assurance, chacun a un risque individuel et ce risque individuel est traduit en une prime monétaire. Je suis très risqué, je vaux très cher. Je ne suis pas risqué, je vaux pas cher. D'accord ? Ça, c'est le principe de l'assurance. Donc, j'ai une adéquation totale entre mon risque individuel et le prix que je vais payer pour ce risque-là. Les mutuelles de santé sont construites sur une autre logique. C'est une logique que vous connaissez tous. C'est le principe que tout le monde cotise en fonction de ce qui les touche et tout le monde est couvert de la même manière, indépendamment de son risque individuel. D'accord ? Vous connaissez tous la sécurité sociale. Les mutuelles de santé ont créé ce principe-là avant la sécurité sociale. La sécurité sociale a été une nationalisation du principe des mutuelles de santé. Donc on a deux logiques différentes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, vous avez toujours, dans certaines mutuelles de santé, ce même principe-là. Je cotise en fonction de ce que je perçois. Vous cachez, je suis maître de conférence, je suis fonctionnaire. Et je suis fonctionnaire et je suis dans une mutuelle de fonctionnaires. Ma cotisation n'a rien à voir avec mon risque personnel, elle est en fonction de mes revenus que je gagne. Et la couverture de mes enfants, c'est un prix fixe, je n'ai même pas besoin de négocier en fonction de leur risque. Donc certaines mutuelles ont gardé ce principe-là dans la cotisation. Pareil, ma mutuelle me demande d'aller voter en assemblée générale. J'avoue, mais à coup pas, j'y vais jamais. Pourtant, je devrais les... Voilà. Donc, il reste, pour certaines mutuelles, de vraies différences dans la manière de concevoir le risque. Mais la grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, ces activités-là, du fait de leur poids, d'accord, ce sont les piliers de notre système de protection sociale. D'accord ? Si vous n'avez pas ces éléments-là, le système de protection sociale, quand même, tombe. Donc, et en même temps, ce sont des piliers de notre système de protection sociale, et en même temps, ce
ce sont des opérateurs qui manipulent des sommes financières gigantesques. Je n'ose même pas donner un chiffre. Soyons honnêtes, hein. C'est ça aussi. Et donc face à ça, le législateur, au niveau national et surtout européen, a deux préoccupations. Que ça ne tombe pas et que ça permet de toujours générer autant de rémunération. Le problème, c'est que notre législateur au niveau européen, à l'Europe on est 27, d'accord ? Dans certains pays, les mutuelles n'existent pas, voire sont interdites. Donc le législateur, lui, sa vision du monde, c'est l'assurance. Donc le législateur, il dit quoi? Il dit comment j'évalue une mutuelle de santé, non pas en fonction de comment elle évalue les risques, mais si financièrement, elle tient la route. Je n'évalue plus une mutuelle de santé en fonction des risques sociaux, mais en fonction des risques financiers. Est-ce qu'elle est bien gérée financièrement? Et deuxièmement, pour être sûr de ça, je vais lui imposer dans les conseils d'administration d'avoir des experts. Sauf que une mutuelle de santé, vous l'avez tous vu parce qu'à un moment donné c'était le slogan d'une mutuelle, ce sont les assurés qui sont les assureurs. C'est-à-dire que c'est vous et moi qui sont dans le conseil d'administration parce qu'on le sait, on l'utilise. On n'est pas là parce qu'on est expert, on est là parce qu'on est usager. Si on n'a plus le droit d'être là et qu'il faut mettre que des experts, comment on peut garder la ligne? Donc sur les mutuelles de santé, c'est à un moment donné cette même tension où vous avez une contradiction forte entre ce que l'activité demande de faire et ce que l'organisation souhaite faire. Donc est-ce qu'elles sont parties de l'économie sociale? Non. Mais si le politique, si les administrateurs ne reprennent pas le guidon, je ne sais pas où est-ce qu'elles vont. Vous disiez tout à l'heure que la mutuelle tenait compte simplement de votre salaire. Certaines, oui. Mais maintenant, depuis peu, les mutuelles tiennent compte également du risque. Puisqu'en fait, les cotisations font un certain pourcentage du salaire, mais ce pourcentage maintenant varie en fonction de l'âge. Mais bon, c'est complètement nouveau et c'est par le législateur. Oui, complètement. Parce que derrière, c'est pas un risque social qu'on gère, c'est un risque financier. Les mutuelles de santé ne sont vues aujourd'hui que comme des opérateurs de risque financier. En poids économique, en poids financier, entre les mutuelles de santé et les coopératives bancaires, vous avez des masses considérables, phénoménales. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce sont les plus pérennes, ce sont les plus résistantes. Mais néanmoins, elles sont celles qui sont le plus discréditées, ou du moins on ne s'appuie pas sur leur expérience pour réguler l'ensemble du système. La majorité des assurés sont dans des mutuelles. Bien sûr, beaucoup. Mais combien d'entre eux se rendent compte que c'est une mutuelle? C'est ça à un moment donné. C'est quand vous dites, ok, vous êtes dans une mutuelle de santé. Alors, il faut comprendre solvabilité 2. Puis après, vous avez un calcul actionnarial des risques financiers. Puis, même moi, j'ai pas envie d'y aller. Hein. C'est ça à un moment donné. Cette sémantique de la technique et du langage financier, la performativité de nos actes économiques, affaiblit complètement l'engagement. Et donc affaiblit le pouvoir de ces organisations. Aujourd'hui, si vous constatez, vous avez, alors en sociologie on appelle ça une performativité du langage sur des éléments économiques. Aujourd'hui, tous les discours sont construits sur des normes à partir d'une logique économique au départ. Sauf qu'on peut avoir du bon sens, et tout un chacun, on est tous des acteurs économiques. Vous consommez, vous travaillez, vous épargnez, vous êtes des acteurs économiques. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour comprendre ces actes-là. Et parfois même, moins on a de revenus, plus nos usages financiers sont complexes. Parce que c'est facile, hein. Quand on a accès au crédit, on fait un crédit et on consomme. Quand on n'a pas accès au crédit et qu'on vit avec moins de 5 $ par jour,
et ben il faut utiliser des stratagèmes pour pouvoir vivre et survivre. Et bon, je m'éloigne.